Bonsoir à tous. Eh bien ce soir, je vais répondre à vos questions du mieux possible, du plus simplement possible. Questions que vous m'avez posées via le site ou via les différentes pages sur lesquelles vous pouvez me retrouver. Je vous rappelle d'ailleurs que je suis Patrick Durand, docteur vétérinaire, naturopathe animalier depuis très longtemps et qui est là pour vous aider. Alors voici la première question. Je suis dépassé avec un chien qui a filé la gale du renard 4 autres chiens. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. En effet, le titri, la lavande, aussi parfois je mélange avec vinaigre de cidre, parfois avec l'huile de lin. En effet, cela calme un peu les grattages. Je voudrais éviter de devoir donner du fongiconazole prescrit par le veto. Je frotte aussi avec de l'argile en poudre qui sèche. Il semblerait que l'humidité favorise l'infection. D'après le veto, je donne aussi de l'homéopathie, Apis mellifica en 9CH et pomohistamine. Alors, c'est une excellente question. Moi, je vous proposerai en fait plusieurs choses pour y arriver. Alors je rappelle quand même que ce qu'on appelle la gale du renard, c'est Sarcoptes caviei, c'est la vieille gale habituelle, bien connue depuis très longtemps. Et cette gale a un inconvénient, c'est que le parasite se glisse un petit peu dans la peau et donc c'est difficile d'en débarrasser. D'ailleurs, quand j'étais à l'école vétérinaire, il y a très longtemps déjà, eh bien on nous proposait de mettre de l'huile de vidange. À l'époque, il n'y avait pas de traitement efficace et intéressant. Et on nous disait de mettre de l'huile de vidange dessus pour étouffer en fait, la gale, le parasite, l'acarien qui est responsable de la gale, car en effet, il a besoin quand même d'air pour vivre, et dès qu'on l'étouffe, qu'on l'huile bien, eh bien, il n'est plus capable de vivre très longtemps et il disparaît. Bon, je ne vais pas vous demander d'utiliser de l'huile de vidange, même si c'est pas un produit très naturel, et puis en même temps, bon, c'est pas terrible, ça sent pas très bon. Donc, je vais vous proposer d'autres solutions. Alors les solutions que je vous propose, c'est déjà que localement, vous puissiez utiliser par exemple un mélange avec du calendula à 75%, que vous y mettiez dedans du clou de girofle en huile essentielle, du titri, ça vous l'avez fait, mais le clou de girofle est très intéressant, on en parle de plus en plus, de la lavande et aussi un petit peu de millepertuis pour apaiser. Ça, on peut le mettre très très souvent, donc ça va calmer, apaiser le chien, ça va être quand même très très sympathique pour lui. Ne jamais oublier d'utiliser de l'huile de Neem. Je rappelle, l'huile de Neem, c'est super efficace. C'est quand même, ça vient d'un arbre qui s'appelle le margosa, et c'est un arbre qui pousse essentiellement au Vietnam et qui donne cette huile particulière qui a un pouvoir insectifuge extrêmement puissant contre les tiques, contre les puces et même contre les acariens. Et puis, vous pouvez rajouter des pipettes à base de plantes, hein, j'en signale régulièrement. Je crois que voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre qui vont permettre d'apaiser le chien. Voilà, je pense que c'est des petits tuyaux qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin par rapport à ces petits problèmes que vous avez là. Je voudrais soulager ma minette de 15 ans atteinte de coryza chronique. Je lui donne lysine, LP et Respine en homéopathie, en cure, mais ses yeux sont toujours larmoyants. Je voudrais cesser les collyres antibiotiques. Avez-vous une solution au naturel? Alors, plusieurs choses. Déjà, nettoyer les yeux avec de l'eau de bleuet, je vous le dirai toujours, éventuellement la camomille, mais de préférence l'eau de bleuet, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'occuper des yeux des animaux, comme pour les nôtres d'ailleurs. Mais la camomille, c'est pas mal. Ensuite, il va falloir on donne quelque chose pour améliorer le terrain, nettoyer les voies respiratoires, que ce soit le nez, les fosses nasales et les sinus, car très très souvent les sinus sont déjà atteints et puis ensuite s'installe une véritable sinusite chronique dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Alors, je vous propose d'associer en gémothérapie le cassissier, anti-inflammatoire, l'églantier, stimulant d'immunité, et le charme,
qui aide à tous les problèmes respiratoires. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser quelques gouttes de chacun de ces macérats glycérinés, donc cassissier, églantier et charme. Et on peut y associer aussi de la lavande, du thym, de la propolis. Voilà, avec ça, on a pratiquement tout ce qu'il faut pour traiter les problèmes respiratoires du système respiratoire haut, superficiel. C'est important, mais ça marche très très bien et il faut en donner très 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 longtemps. Mais après, on est quand même avec une situation qui est beaucoup plus tranquille. Après, je vous conseille quand même de faire en sorte que l'immunité soit de meilleure qualité. Et pour l'immunité, rien de tel, surtout sur les problèmes respiratoires, que d'utiliser l'échinacée pourpre en phytothérapie, comme on a utilisé le thym, la lavande précédemment, qu'on peut ajouter à ça ou qu'on peut donner régulièrement. Je propose en général de donner 5 jours par mois, tous les mois, quelques gouttes d'échinacée pourpre. Pour un chat, 5 gouttes suffisent pour maintenir un niveau immunitaire correct, plus efficace que la lysine, plus efficace que le pépin de pamplemousse. Voilà, donc vous avez des petits tuyaux qui peuvent vous intéresser. Et éventuellement, ne pas oublier de faire des inhalations, toujours, et de préférence avec des produits soufrés. Nouvelle question, une question un petit peu longue, voilà, je vais vous dire ça. Alors, j'ai un chat de 7 ans, qui était un chaton errant trouvé en très mauvais état, la peau et les os, avec une diarrhée chronique sur plus de 6 mois, asthmatique chronique sous phytoxyde. Le phytoxyde, c'est de la cortisone, hein, mais en... voilà. Il a aussi une triade féline. Alors, la triade féline, c'est quelque chose, on parle maintenant de la triade féline, c'est une association d'une MIS-C, donc un trouble intestinal du type perméabilité, etc., associé à un problème de foie, associé à un problème de pancréas. Donc ce chat a une triade féline, il a un herpès virus et il a un antécédent de granulomyosinophile. Donc ça fait beaucoup, mais par-dessus tout ça, on a un souffle-cœur, sans gravité. Donc voilà. Un joli tableau. Il est sous croquette analergique, il avait des diarrhées, des vomissements avec une douzaine d'autres marques essayées, et au début avec Virbac Gastro. Bon. Il a également une gélule de Vivomix, donc le Vivomix c'est une flore, mais c'est une flore qui est une flore bactérienne, c'est une très bonne idée, mais c'est une flore qui est humaine. Et cette flore humaine ne correspond pas tout à fait à la flore intestinale d'un chat ou d'un chien. 2 fois par semaine depuis des mois. Alors il y a du Propan Gastro en sachet, il y a eu des extractions dentaires, enfin bon, tout ça très compliqué. Alors la personne qui pose la question, je sais que la nourriture n'est pas très bonne car il avait aussi toutes les moustaches cassées depuis 1 mois, elle repousse, ce qui coïncide avec l'introduction des sachets. Ma question, que puis-je lui donner pour renforcer et booster les défenses immunitaires? C'est simple. J'en ai parlé pour une autre question et j'en parle très souvent dans les conseils que je peux vous donner. La plante la plus efficace pour l'immunité chez les animaux et très certainement chez les humains, c'est l'échinacée pourpre en phytothérapie. Extrait de plantes fraîches, EPS, l'échinacée pourpre et pas une autre. Et surtout en EPS et encore mieux en plantes fraîches, 10 fois plus efficace que des gélules contenant de l'échinacée pourpre déshydratée. C'est très important. Je propose, contrairement aux humains où on fait 2 cures de 3 semaines par an, donc de faire plutôt 5 jours par mois, tout le temps, pour maintenir un bon niveau. C'est ce qui semble donner le meilleur résultat. Ceci étant, dans le cas particulier de ce chat, qui a quand même moult problèmes, peut-être qu'il serait bien de lui en donner 3 semaines par mois, tout le temps, en sachant quand même que ça serait bien d'arriver à arrêter de temps en temps s'il est vraiment en pleine flore. Alors, c'est vrai que cette flore, il y a le Vivomix, il y a des flores plus adaptées, il y a Fortiflora par exemple, de chez Purina, et puis il y a peut-être, à mon avis, à l'instant même, la meilleure, qui correspond mieux
à nos animaux domestiques, carnivores domestiques, c'est le flore équilibre du laboratoire Wamine. Il y a une présentation chat et petit chien et grand chien. Donc vous prenez celle qui est nécessaire en fonction de votre animal. Et surtout, ne faites pas qu'un mois de traitement, ne faites pas qu'un jour sur deux, faites d'entrée 3 mois pour remettre tout d'aplomb. A priori, quand on aura fait 3 mois, tout d'aplomb, on pourra refaire une cure tous les 6 mois de 1 mois. Mais il faut quand même déjà arriver à un niveau très très élevé pour qu'il y ait un bon résultat. Nouvelle question particulière, on ne m'avait pas posé cette question-là depuis très longtemps, mais j'ai vu déjà des cas. Donc je souhaiterais savoir si les implants OR sont efficaces dans le cas d'arthrose du chat. Alors déjà, les implants OR, en fait, qu'on appelle les implants OR Berloc, sont déjà quelque chose d'assez particulier. C'est une méthode qui se rapproche de l'acupuncture, puisque en fait on va placer des aiguilles d'or à un endroit précis, comme si on faisait une acupuncture permanente. D'accord ? Et donc, ça demande évidemment un certain temps, un certain doigté, une certaine connaissance de l'anatomie et une connaissance importante de l'acupuncture. Par exemple, mon confrère Pierre May est spécialisé dans ces implants d'or. Est-ce que c'est efficace pour l'arthrose? C'est une des indications principales. Les résultats. Pierre May nous annonce des résultats très importants qui sont plutôt de l'ordre de, allez, on va être gentil, 98%. Le problème, c'est que si vous êtes les 2%, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content. Donc il faut le savoir. Mais il semble qu'on ait de bons résultats. Je reconnais par contre, et c'est pas pour dire du mal, c'est juste que faut savoir que c'est une méthode qui est coûteuse. Donc si cela vous intéresse, vous contactez le docteur Pierre May, vétérinaire, vous lui demandez ce qu'il peut faire et vous demandez un devis pour savoir où vous mettez les pieds. Voilà. Mais en effet, j'ai vu beaucoup de cas qui étaient passés dans les mains de Pierre May qui avaient donné de bons résultats. Et j'ai rencontré un cas ou deux où les résultats escomptés n'avaient pas été obtenus. Voilà ce que je peux vous dire. Les deux questions suivantes traitent du même sujet, donc je vais les lire toutes les deux. La première question: quel est le meilleur shampoing pour un chien ayant des problèmes de peau à cause des allergies et levures à Malassezia? Donc Malassezia, d'accord. Et puis, que donner de naturel pour un problème de levure à Malassezia? Alors, il existe des shampoings qui sont indiqués pour traiter les Malassezia, qu'on trouve facilement sur Internet. Ce qui est important, c'est qu'on fasse des shampoings, sur des shampoings neutres, d'y mettre de la lavande et le titri. Ça semble être le plus efficace contre les problèmes de Malassezia. Ceci étant, le Malassezia est quelque chose de difficile pour s'en débarrasser, mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est la surinfection. Donc, le shampoing ne peut pas être suffisant. Le problème est un problème d'immunité. Pour l'immunité, à nouveau, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle encore, on donne l'échinacée pourpre, on donne une flore artificielle, une flore de remplacement, qu'on donne assez longtemps, donc on va la donner 3 mois. L'échinacée pourpre, on va en faire une cure sur 2 mois, puis après 5 jours par mois pour avoir un bon niveau d'immunité. Voilà, déjà, ça sera bien. Si en plus se greffe un problème d'allergie, on peut y associer des plantes qui calment l'allergie, en particulier le macérat glycériné de bourgeon de cassissier, ou je ne sais pas, en fonction de l'homéopathie, par exemple sulfure et poumon histamine, qui donnent de bons résultats. Sulfure en 5CH et poumon histamine en 9CH,
qui permettent de calmer les problèmes allergiques. J'ai une minette de 7 ans avec après un gonflement, inflammation de la patte arrière, radio-biopsie, qui a reçu 3 semaines d'antibiotiques. Les pattes sont dégonflées, la patte s'est dégonflée, mais les tendons se sont crispés, ce qui fait qu'elle ne peut plus utiliser sa patte. Que puis-je lui donner pour la soulager? Donc c'est comme s'il y avait un problème de, d'ankylose qui s'est produit suite à ce problème. Donc l'ankylose, ça peut demander plusieurs façons de faire. Ça peut être de la kinésithérapie. Ça se fait, la kinésithérapie. Vous pouvez même la faire vous-même en manipulant le membre et en faisant des flexions et extensions assez douces au départ et de plus en plus fortes, puissantes avec le temps. Ça, c'est une première chose à faire. Vous pouvez donner quelque chose qui va enlever l'inflammation. Par exemple, le macérat glycériné de cassissier qui est anti-inflammatoire, qui va être très intéressant dans ce cas et qu'on va donner pendant une période assez longue qui peut être de l'ordre de 2 mois si nécessaire. Si on le donne plus, on fait une pause de 7 jours et on reprend. On peut aussi donner du silicium. Ne jamais oublier que le silicium est l'élément principal du collagène. Donc il redonne à l'articulation sa flexibilité, quel que soit l'endroit. Et donc pour un tendon, il va soulager, il va aider au bon fonctionnement du tendon. Donc toujours du silicium. On en reparlera encore du silicium et on en a déjà parlé beaucoup. Mais c'est super important si on veut que tout ça marche. Voilà. J'ai plusieurs questions sur les compléments, tout ce qu'on peut donner pour être mieux, etc. Donc on va essayer de faire un petit peu intergrouper. Je vais vous lire les questions et on va y répondre un peu séparément. Mais bon, c'est un petit peu la même chose. Hein. Alors, peut-on donner des compléments de vitamine C pour un vieux chat, lysine, papaye pour la digestion? Donc je reviens toujours à la ritournelle, l'échinacée pourpre pour stimuler l'immunité, le pissenlit pour nettoyer le foie et le rein, et l'orthosiphon pour bien nettoyer le rein. En général, des traitements réguliers, saisonniers, avec l'échinacée pourpre, avec le pissenlit, avec l'orthosiphon, feront qu'on aura un bon entretien et un espoir de bonne amélioration. Et là aussi, donner du silicium pour les articulations, car en vieillissant, on a très souvent des problèmes d'arthrose, des problèmes d'arthrite, des problèmes de déformation, et il n'y a que le silicium, ou il y a au moins le silicium, qui est indispensable pour que tout le reste puisse fonctionner. Une seconde question, c'est ma chienne chihuahua de 15 ans est en bonne santé, mais je me demande si je dois la complémenter en vitamines et lesquelles. Elle est nourrie courgettes et viande, veau, bœuf, poulet, pintade et agneau, voilà. Alors, je dirais que on est un petit peu dans le même sujet que précédemment, mais là on pourrait y rajouter pour les vitamines, on pourrait y rajouter des abats. C'est-à-dire que je vois qu'il y a de la viande, mais c'est de la viande. Or, ce sont les abats qui sont les plus riches en vitamines et en oligo-éléments. C'est pas le steak haché. Donc, donnez des abats à vos animaux. Quand je dis abats, c'est les foies, le rein, la rate, poumon, moins intéressant. Voilà les choses qui vont apporter nutritivement beaucoup de choses. En complément de ce que je viens de dire précédemment pour la question d'avant, bien sûr, c'est important. Et puis, vous pouvez donner un apport de lipides. Alors cet apport de lipides, c'est un peu controversé tout ça parce qu'on ne sait pas trop les oméga 3, les oméga 6. On donne du poisson, des poissons gras comme les anchois, les sardines, les maquereaux. Et puis on peut donner de l'huile de krill, de l'huile de saumon. On peut donner toutes ces choses-là, et puis on peut donner quelque chose de très simple, comme la graisse de canard, qui apporte une quantité d'oméga assez considérable, et qui apparaît de plus en plus dans les recettes diététiques qui sont proposées par mes confrères qui font de la diététique avec des rations ménagères. Et donc une troisième question dans ces compléments, est-il intéressant de supplémenter un chien en magnésium? Alors je dirais, oui, si ce chien est stressé, puisque le manque de magnésium va donner de la fatigue,
va donner de l'anxiété, de l'inquiétude, voilà, une baisse de forme manifeste, donc pourquoi pas. Mais quand on donne du magnésium, on ne donne pas du chlore de magnésium, on donne du glycérophosphate de magnésium, car c'est la forme de magnésium qui est la plus biodisponible. Et souvent ça, on l'oublie. Sinon, il faut donner des quantités énormes de chlore de magnésium, et ça, c'est un peu compliqué pour les animaux que nous avons. Voilà. Je reviens pour la question sur le magnésium, parce que vous allez me demander quel magnésium on peut donner. Alors, il y a un magnésium qui est fourni par le laboratoire TVM, qui s'appelle Alphasium, qui est très bien, qui est fait pour les animaux. Donc vous pouvez prendre cet Alphasium, c'est bel et bien du glycérophosphate de magnésium. J'ai encore une question sur les compléments, mais je voulais la séparer parce qu'elle est particulière, elle demande à être vue en particulier. La réponse va être courte. Voilà, c'est quel complément donner à un chien qui a la ration ménagère? Nous utilisons le CMV Vite I5 rouge qui occasionne des diarrhées. Alors, je dirais que s'il y a des diarrhées, ça n'est pas étonnant avec le Vite I5 rouge, il est préférable de donner le Vite I5 bleu. C'est indiqué pour les chiens qui ont tendance à avoir des troubles intestinaux, en complément d'une ration ménagère. Après, la complémentation par rapport à une ration ménagère, c'est une autre histoire, ça peut se discuter, mais disons que c'est une bonne façon de donner des compléments. Sachez quand même que les rations ménagères se rapprochent énormément de notre mode d'alimentation et que normalement, si nous avons une alimentation variée à travers la ration ménagère, nous n'avons pas besoin de compléments. Que donner à un chat souffrant d'insuffisance rénale? Il a entre 10 et 12 ans, mange très peu, et une certaine odeur de nitrate se dégage de sa gueule. Je pense que c'est au fait une odeur d'urée. Son poil est devenu terne, il est devenu apathique. C'est un chat abandonné, il a débarqué chez moi, je ne sais pas comment l'aider. Peut-on lui donner de la sève de bouleau pour faire baisser l'urée et la créate? Donc ça veut dire que très certainement ce chat a de l'urée ou de la créaténémie élevée. Je ne connais pas les doses. Je ne suis pas persuadé que la sève de bouleau soit la chose la plus indiquée dans ce cas. Je pense que là, il faudrait très certainement utiliser plutôt l'orthosiphon, le cassissier, la canneberge, de façon à avoir un effet intéressant sur le rein. Ceci étant, on peut aussi utiliser l'homéopathie dans ce cas-là. Voilà, voici une nouvelle question. Non, deux questions. Elles se rejoignent, vous allez voir. Avez-vous un protocole pour diminuer la progression de l'arthrose chez les chiens de 12-13 ans? Je le fais avec le naturel, la gémothérapie, et entre autres, j'alterne macérat de cassis avec cure de curcuma et prêle. C'est très bien. Peut-être, par contre, c'est peut-être un peu sous-dosé. Après, parce que voilà, c'est bien de donner, mais des fois, on a tendance à ne pas donner assez parce qu'on est un petit peu inquiet, on a peur que ça ne marche pas bien, ou on a peur que ça soit dangereux. Y a-t-il un protocole de base pour cette pathologie? Voilà, donc oui, je vais répondre quand même à cette question au préalable. La base pour moi, c'est le silicium, c'est-à-dire qu'on peut donner tout ce qu'on veut à côté. S'il n'y a pas de silicium, on n'aura pas de remaniement articulaire, donc de toute façon, tout ce qu'on pourra donner ne sera pas en pure perte, mais ne marchera pas aussi bien. Ensuite, une ration ménagère, c'est quand même souvent une façon de retarder les phénomènes d'arthrose, de les ralentir, voire de ne pas en avoir. Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, le cassissier, bonne dose, le curcuma, bonne dose, et donner du soufre. Le soufre peut être donné sous différentes formes. Ce qui est pas mal comme forme, c'est le MSN. Voilà, on trouve ça facilement dans plusieurs produits. Voilà, ça c'est intéressant. Et alors, pour aller sur la seconde question et donner une réponse complémentaire, la seconde question, c'était pourquoi ma chienne, de 8 ans croisée canet corse, c'est pour une prévention de son arthrose sur un canet corso de 8 ans, qui sont malheureusement des chiens qui sont âgés quand ils ont déjà 8 ans. J'ai entendu parler de poudre de moule verte. Alors, la poudre de moule verte, c'est super intéressant. C'est riche en oméga 3 et c'est riche en glycosaminoglycanes. On n'est pas obligé d'aller chercher les moules vertes pour ça. On peut donner les oméga 3 en donnant de l'huile d'olive, éventuellement de l'huile de krill ou donner du poisson, ça déjà, sans passer par les moules vertes. Et puis les
glycoaminoglycane, eh bien on en trouve dans énormément de produits. Il y a dans les mélanges pour les problèmes arthrosiques. Si vous voulez donner des moules vertes, vous pouvez, puisqu'on apporte deux choses qui sont intéressantes pour les articulations en même temps. Voici une question qui change beaucoup de tout ce dont on en a parlé depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'alimentation, d'arthrose, etc. Et donc c'est une question sur l'épulis. Donc éleveuse d'une race sujette aux épulis, le boxer. En général, je fais opérer vers 7-8 ans la première fois. En fait, malheureusement, c'est que ça peut arriver beaucoup plus tôt. J'ai là, d'ailleurs, c'est ça, j'ai une chienne de 4 ans qui a des épulis sur toute la mâchoire. J'ai jamais vu cela à son âge. Un produit naturel pour réduire ses masses et éventuellement éviter l'opération. Oui, il y a des solutions, et c'est vrai que les boxers sont les plus sensibles à l'épulis. L'épulis, c'est une tumeur a priori bénigne qui apparaît sur les gencives, à proximité des dents, et qui peut gêner le chien, qui peut s'enflammer, qui peut même s'ulcérer. J'ai vu récemment d'ailleurs un cas sur le chien, le boxer d'une consoeur, qui est venu me voir, qui avait des problèmes d'ulcération sur des épulis à l'intérieur de la gueule du chien. Faut pas attendre qu'il y ait de l'ulcération pour faire quelque chose. Alors, je le traite a priori par homéopathie. Et voici le protocole que je propose. Thuya. Alors, je propose Thuya occidentalis en 15 CH une fois par semaine, 10 granules. Et puis, j'ajoute tous les jours Calcarea carbonica et Staphysaria. Les deux en 5 CH, matin et soir, pendant 3 semaines. Calcarea carbonica en 5 CH, Staphysaria en 5 CH. Ça pendant 3 semaines. Et continuer tout le temps, très longtemps avec Thuya. On arrive à diminuer l'importance de l'épulis. On peut même espérer avoir une disparition et donc éviter de façon définitive la présence d'épulis et d'éviter donc, je veux dire, l'opération. Ce qui peut être intéressant. Voilà. Quand il y a des ulcérations, il faut cautériser. Et pour cautériser, il faut un acide faible. Alors, il y a plusieurs produits qui existent. Vous pouvez demander aux pharmaciens. Il y a des petits produits comme ça qu'on peut mettre. Par exemple, moi j'aime bien tout bêtement le Duofilm, qui est un produit humain qui est là pour traiter les verrues. On en met, c'est un petit pinceau, le flacon est fermé par un bouchon qui a un petit pinceau. Le petit pinceau donc contient un peu de Duofilm, qui est un acide faible, et on l'applique à l'endroit de l'ulcération. Ça va cautériser et ça va permettre de gagner du temps sur une éventuelle intervention. Maintenant, voici une question sur l'huile de nigel. J'aimerais savoir comment utiliser l'huile de nigel pour les chiens. Je crois que pour les chats, c'est à éviter. Alors, c'est vrai que pour les chats, c'est à éviter parce qu'on a, a priori, des problèmes assez fréquents sur le foie et même éventuellement des crises d'épilepsie pour une molécule qui est à l'intérieur de l'huile de nigel que le chat ne supporte pas. Donc ça, à savoir. Pour les chiens, par contre, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser de différentes façons. Ça, comment dire, c'est intéressant pour lutter contre les tiques et contre les puces. On n'y pense jamais assez. Même moi, je n'y pense pas assez. On peut utiliser l'huile de nigel pour ça. Et puis, ça a une efficacité sur l'immunité. Ça augmente l'immunité. D'ailleurs, j'ai très fréquemment traité des chiens pour des cancers de la peau en leur donnant de l'huile de nigel pendant des périodes très très longues. Et j'ai eu des grandes rémissions. J'ai même eu quelques guérisons. Donc l'huile de nigel est un produit qui reste intéressant. Sur un chien de 30 kg, je donne environ une cuillère à soupe. Un chien de 10-15 kg, je vais donner une cuillère à café, par exemple. Voilà. Mais il faut donner pendant très très longtemps. Voilà. Il n'y a pas de toxicité particulière chez le chien, donc on peut y aller. Est-ce qu'on peut prendre l'argent colloïdal en voie interne autant que l'on veut? Produit miracle pour beaucoup de choses, me semble-t-il. Vu que c'est interdit en France, j'aimerais la version vraie et pas celle qui arrange les lobbies, avec un petit clin d'œil. Alors, en effet, on peut donner de l'argent colloïdal par voie orale, il n'y a pas de souci. Autant c'est très bien d'utiliser en local sur des plaies pour les aseptiser, parce qu'il y a un effet antiseptique, je ne dirais pas antibiotique, mais antiseptique de l'argent colloïdal. Mais c'est vrai qu'on a un effet à peu près identique quand on le donne péros. Bon, si c'est un état général, une infection générale, c'est très bien. On peut donner une cuillère à café sur un chat. On peut aller jusqu'à beaucoup plus sur un chien.
voire une cuillère à soupe si nécessaire. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à le donner. Ça donne d'excellents résultats. Souvent assez rapides et durables. Un 15 ppm, puisqu'il y a plusieurs concentrations d'argent colloïdal, est largement suffisant pour traiter les chiens, car c'est pareil, on a tendance à vous proposer de l'argent colloïdal avec un taux de ppm beaucoup plus élevé. C'est inutile. Voilà, donc allez-y. Alors plusieurs questions qui n'en sont presque qu'une, et voilà, je vais essayer de répondre à tout le monde. Alors, que peut-on donner à un chien de petit gabarit pour l'anxiété de séparation et le stress en voiture? Donc, nous pratiquons des exercices éducatifs, mais si quelques plantes peuvent nous aider. Il a 18 mois, il est à la maison depuis 10 mois. Avant, il était chez l'éleveur. Une autre question, bonsoir. Que peut-on donner contre le stress de transport? Chienne qui tremble et qui halète énormément. Et pour une autre question, pour une petite chienne de 6 ans, pesant 7 kg, de nature assez réactive et stressée lorsqu'elle se retrouve à l'extérieur, comment l'apaiser au quotidien? Et puis, j'avais aussi une question que j'ai oubliée sur l'anxiété de séparation. Donc tout ça est un petit peu commun. Alors, j'ai tendance à favoriser actuellement le millepertuis, qui est quand même la plante qui apporte le plus. C'est la plante du bonheur, comme je dis. Donc c'est la plante qui va apporter le plus pour soulager de tous les petits problèmes et parce qu'elle va générer plein d'endorphines, sérotonine, dopamine, etc., qui vont faire que je vais me sentir bien. Donc déjà, ça va aider. Seulement, il faut le donner un petit peu avant. Il ne faut pas le donner au dernier moment. Ça, c'est important. Peut-être que pour l'anxiété de séparation, quand on a des cas un petit peu rebelles, c'est d'associer un mélange de plusieurs plantes. Alors j'ai un petit mélange que je peux vous proposer. On va mélanger du tilleul, de l'aubépine, du millepertuis, de la mélisse et de la passiflore. En fait, ces différentes plantes vont agir à différents niveaux ou à différents types d'organes. La mélisse, ça va être énormément sur les intestins. Par exemple, l'aubépine, ça va être plus sur le cœur. Donc on va déjà apaiser tout ça, hein, donc il y a moins d'angoisse. Et toutes les autres vont avoir des activités plus ou moins importantes. Donc je répète, tilleul, aubépine, millepertuis, mélisse et j'en oublie, passiflore. Voilà. Hein, ça c'est un mélange qui détend bien le chien. On a d'excellents résultats, que ça soit pour les anxiétés de séparation, pour les stress quelconques, les stress de voiture, les stress de transport. Voilà, vous avez des éléments qui peuvent être intéressants. D'autres vont vous proposer d'utiliser le CBD. Il y a quelques résultats, ça ne marche, c'est assez inconstant. Je reconnais que c'est assez inconstant. Pour preuve, c'est que j'ai pas mal de confrères qui prescrivent maintenant du CBD et on vient me voir pour me demander autre chose. Donc avec les plantes, on a un meilleur résultat. Donc le CBD, c'est pas mal. Il y a des traitements homéopathiques. Alors les traitements homéopathiques, c'est difficile de vous les donner parce que ils sont beaucoup plus précis que les traitements à base de plantes. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on donne. Il y a un questionnaire important pour chaque chien, pour savoir comment il réagit à telle et telle chose, pour savoir qu'est-ce qui va être le mieux. Hein, parce que je connais une dizaine de remèdes homéopathiques qui vont être efficaces pour ces problèmes-là. Hein. Et puis, on a éventuellement les phéromones, hein, qui sont des façons d'accepter les autres, surtout. Ça, c'est très intéressant pour les chats, mais ça marche aussi pour les chiens, et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut utiliser. Mon chat est FIV, donc le sida du chat, a également le calicivirus. Entre parenthèses, c'est très fréquent que les chats qui sont FIV positifs, je dis bien FIV positif, ça veut dire qu'ils évacuent du virus à ce moment-là, on chope le calicivirus. Le vétérinaire nous conseille de lui arracher toutes les dents afin d'éliminer les infections des gencives qui sont actuellement rouges. Il y aurait-il un moyen de la guérir ou de la soulager sans lui arracher les dents? S'il n'y a pas d'autre alternative, comment vivra mon chat sans dents ni canines? Merci à vous. Alors, c'est vrai que on va répondre à la deuxième partie de la question. Comment mon chat va vivre sans dents? En fait, on se rend compte qu'il se débrouille très bien, car quand la gencive n'est plus enflammée, eh bien les chats ont cette capacité d'avoir des gencives qui deviennent comme du béton, hein,
comme dit la pub pour un certain dentifrice. Et donc, en fait, à ce moment-là, ils sont capables de manger un peu tout n'importe quoi. C'est tant qu'il y a de l'inflammation qu'ils n'arrivent pas à manger. Parce qu'une pâtée, par exemple, va se coller sur une gencive enflammée ou sur un ulcère. Et puis, on peut aussi avoir des croquettes qui peuvent être irritantes. Ceci étant, il y a autre chose à faire. Alors, un chat qui est FIV, donc qui a le sida du chat, enfin, du moins que le test est positif. Ça veut dire qu'il a été au contact du virus, on ne sait pas s'il est porteur, on ne sait pas s'il est contagieux, on ne sait pas. Mais en effet, ça fait un affaiblissement de l'immunité, et c'est pour ça qu'il va attraper tout ce qui traîne, en particulier le calicivirus, qui est un virus qui adore le manque d'immunité chez les individus. Eh ben, on en revient toujours à notre fameuse échinacée pourpre. Mais là, c'est pas 5 jours par mois. C'est au moins 3 semaines par mois, voire tout le temps. J'ai eu des cas comme ça, où on donnait de l'échinacée pourpre en permanence. Et dès qu'on n'en donnait plus, eh bien, ça n'allait plus. On donne pas non plus que 5 gouttes comme ça. On peut monter jusqu'à 5 gouttes matin et soir en permanence s'il le faut. C'est à vous de doser en fonction des résultats. Ça, c'est pour traiter l'immunité. Et pour enlever l'inflammation, on va donner la cortisone en plante, mais ça veut dire que la cortisone en plante, elle a les bons effets de la cortisone, mais elle n'a pas les mauvais effets de la cortisone. C'est le macérat glycériné de bourgeon de cassissier, qui est certainement le top 1 de toutes les plantes, qui va enlever l'inflammation sans esquinter le corps, et qui va enlever les douleurs, et qui va même aussi participer à stimuler l'immunité. Pareil pour un chat, 5 gouttes matin et soir, 3 semaines traitement, 1 semaine repos, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, ou alors on en donne tout le temps, si vous le jugez nécessaire. Alors, j'ai une nouvelle question, c'est comment traiter le reflux gastrique du chien autre qu'avec des IPP, donc des produits synthétiques qui vont agir par des mécanismes un peu compliqués sur l'estomac pour éviter ces lourdeurs. Alors, moi, j'ai tendance à proposer 2 choses. Le Nux Vomica, donc en homéopathie, en 5CH, qui va apaiser les sensations d'envie de vomir. Donc Nux Vomica 5CH, le temps qu'il faudra. Ça peut être 1 semaine, ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 mois, ça peut être en permanence, peut-être, ça n'est pas grave, ça n'est pas dangereux. Et puis après, il faut protéger l'estomac d'éventuellement des aggravations du type ulcération, du type favorisation de la présence d'hélicobactères, donc de bactéries dangereuses dans l'estomac, qui peuvent permettre l'apparition d'ulcères gastro-duodénaux par la suite. Et pour cela, le meilleur traitement avant et éventuellement pendant, ça va être le brocoli, qu'on peut manger cru, qu'on peut manger cuit. Le brocoli, c'est très bon pour la santé, la preuve, mangez-en. Je cherche désespérément des solutions pour soulager mon chat et ses troubles digestifs. Il a développé depuis qu'il a une pancréatite chronique. Gélules de fenouil, aloe vera, charbon, etc. Quel dosage pour tout ça? Difficile parce que je ne connais pas les différents charbons et gélules de fenouil que vous avez. Mais bon, on peut vous donner des idées. Les gélules, je les mélange avec de l'eau, mais quelle quantité et quelle quantité prélevée? Je ne sais pas si ma demande est assez claire. Je vais vous proposer autre chose, à mon avis, de plus simple. Pour ces problèmes digestifs, surtout suite à une pancréatite chronique, je pense qu'il est mieux de faire un mélange de plantes. Le gingembre, la menthe verte, la mélisse et la valériane. Ce sont des plantes qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, le gingembre, qui vont avoir un effet apaisant, la menthe verte, qui vont avoir un effet antispasmodique, la mélisse, et un effet tranquillisant, la valériane. Avec ces quatre plantes en EPS ou en extrait de plantes fraîches, donc en EPS, on va l'associer avec de l'eau pour diluer parce que ça peut être un petit peu gênant de faire avaler. On va avoir un effet très intéressant
et plus facile à gérer par rapport à ce que vous proposez. Et surtout plus durable. Plus durable. Donc je vous conseille de faire ça. Hein. Si vous souhaitez des compléments d'information sur les gélules de Venouille, sur les charbons actifs et l'aloe vera, donnez-moi les produits des labos que vous avez utilisés pour que je puisse vous donner les quantités à utiliser, parce que d'un produit à l'autre, il y a des grandes variations. Hein. Si vous utilisez des EPS, il faudra en donner 0,5 ml matin et soir dans un premier temps pour les plantes que je viens de vous citer. Eh bien, une dernière question, ce soir. Personne me dit: bonsoir Patrick, as-tu des astuces dans ta besace pour l'intégration harmonieuse d'un nouvel animal dans le foyer quand d'autres sont déjà là? C'est une question qu'on me pose parfois, et comme personnellement je fais souvent les choses de travers, autant donner des conseils plus judicieux. Petit clin d'œil, merci à toi et belle soirée. Eh bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait de la communication animale, et je la remercie de m'avoir posé la question et d'avoir l'honnêteté et la franchise de dire que ça pose un problème. Je vous dirais franchement que pour moi aussi ça me pose un problème, ces problèmes d'assimilation d'un nouvel arrivant dans une maison. Et en fait il y a un grand principe. Ce grand principe, c'est le terrain neutre. C'est-à-dire que il ne faut pas que le nouvel arrivant rentre brutalement dans le lieu où l'autre individu, celui qui est déjà là, a fait sa place, a ses habitudes, ses petites manies. Donc, il faut le faire doucement. Donc, le mieux, c'est de se rencontrer sur un terrain neutre. Par exemple, si c'est deux chiens, on ne le fait pas dans la maison, on le fait peut-être dans le jardin, ou on le fait peut-être même tout simplement à l'extérieur, dans la rue, sur un terrain comme ça, où on les fait se rencontrer, parce que c'est une façon de se rencontrer une première fois, de se dire bonjour, de repérer les odeurs, pour que la seconde fois, on puisse le sentir, car quand on dit c'est quelqu'un que je ne peux pas sentir, c'est qu'on a envoyé des informations chimiques trop rapidement, qui font peur, qui angoissent, voilà. Je dis toujours que les chiens, ils ont une aura comme nous, et que peut-être quand on rentre trop vite dans leur aura, c'est gênant. Et les chiens, ils ont parfois une aura très grande, et parfois ils n'ont pas d'aura du tout. Et quand on va trop vite sur eux, ils se sentent angoissés, inquiets. Ils peuvent même devenir agressifs, pas parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils ont peur. C'est plus compliqué pour un chat. Parce que là, tenir un chat en laisse comme ça, et puis le montrer au chien que vous avez, ou faire l'inverse, sortir votre chat dans la rue en laisse, et puis amener un chien pour le faire renifler, c'est plus compliqué. Donc moi, ce que j'utilise, et je l'ai personnellement utilisé, et ça marche très bien, c'est la vitre. C'est-à-dire que vous les faites se rencontrer, se voir, s'identifier, au moins par la forme, à travers une vitre. Moi, c'était le cas d'un bébé chat et d'un chien, qui n'était pas très partant pour des chats, parce que il avait été très embêté dans son jeune âge par des chats qui lui avaient fait des tas de misère. Et donc il en voulait aux chats. Et donc ils se sont vus à travers une vitre pendant une semaine. Ils se voyaient. Alors évidemment, ça demande de faire attention, de jongler un petit peu, mais à travers la vitre, alors j'avais une porte vitrée à l'intérieur de la maison, et ils se voyaient, ils s'identifiaient. Puis il voyait qu'en fait, en face, il n'y avait pas d'ennemi, il n'y avait pas d'intrus véritable, puisqu'il était bien dans la maison, mais il n'était pas dans la pièce d'habitude. Donc, on s'habitue tout doucement. C'est une forme de terrain neutre que j'avais créé, avec une frontière, il y a un no man's land, voilà. Et puis, surtout, c'est de permettre au nouvel arrivant, surtout si c'est un chat, mais ça peut être intéressant aussi pour un chien, de trouver un endroit où il peut se cacher. Un chat, ça peut être sous une banquette ou sur un meuble, de façon à ce que s'il y a une réaction quelconque de l'autre animal de compagnie, il ait le temps d'aller se protéger sans avoir trop peur. C'est important de ne pas avoir peur. Ça, c'est important. Pour le chien, ça peut être éventuellement d'avoir une cage
d'avoir une petite niche éventuellement pour pouvoir se mettre à l'abri si l'autre chien ou le chat ne se montre pas coopératif pour l'accepter dans la maison. Ce sont souvent des petites méthodes qui marchent très très bien. Et puis, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il faut que les humains de compagnie, les gardiens, comme le dit Anne-Laure qui est l'autrice de ce message, Anne-Laure Dallet, c'est que les gardiens ne soient pas inquiets. Car plus ils sont inquiets, plus celui qui est ancien dans la maison sera inquiet, et plus il se dira, il va se passer quelque chose, j'ai peur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il risque de se montrer agressif à cause de ça. Voilà. Bon, c'est des petits tuyaux, c'est pas quelque chose qui... Mais il faut de la patience, et ça marche toujours. Il y a rarement des refus, et j'ai vu des chiens, des chats qui n'étaient pas compatibles avec des congénères ou avec d'autres espèces animales qui ont tout à fait accepté. Et le chien dont je vous parle tout à l'heure qui n'acceptait pas les chats a fini par accepter le chat très facilement. Quand il a vu que le chat vivait dans la maison, après tout allait bien, il jouait, il le poursuivait en jouant, et le chat s'amusait à monter dans les arbres et à sauter sur le chien pour lui faire croire qu'il l'attaquait. Et c'était un jeu. Voilà, on était passé de la peur, de l'inquiétude, on était passé au jeu. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé. J'espère avoir répondu correctement, simplement aux questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, parce que liker c'est bien, partager c'est mieux, car je suis là essentiellement pour donner des solutions, pour donner de l'espoir, pour savoir qu'on peut faire toujours quelque chose. Bien sûr, des fois, la maladie est plus forte que nous, mais il ne faut pas s'avouer vaincu d'entrée. Voilà, il faut y aller avec courage, avec détermination, mais aussi avec sérénité. Bonne soirée et merci de m'avoir écouté.